Bonjour Chantal Stoman, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir votre exposition Nouvelle Vague et 2 documentaires, donc Omacita et La La End. Et j'ai plein de questions qui ont germé. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais revenir à la genèse. Où avez-vous grandi et quels étaient vos rêves enfants? Alors moi j'ai grandi à Nice et très vite j'ai voulu être photographe. C'est arrivé très tôt. En réalité, avant de vouloir être photographe, j'étais très attirée par la mode et je pensais peut-être devenir créatrice de mode. Et puis j'ai 2 grandes sœurs et il y en a une qui est devenue une créatrice de mode avec énormément de talent. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur une autre voie. Et puis, on a grandi avec des magazines de mode. Et je me suis rendu compte que la photographie me faisait rêver, me faisait voyager. Et donc, très vite, c'est venu la photographie. À 15 ans, je savais que je voulais être photographe. Justement, ma prochaine question, c'était quelle adolescente avez-vous été? Est-ce que c'était une bonne période pour vous? Alors oui, c'était vraiment une période joyeuse, mais qui a été coupée en deux. Parce que comme je l'ai dit, j'ai grandi à Nice. Et à 13 ans, mes parents ont décidé de partir vivre en Israël. Donc, je les ai évidemment suivis. Et donc, j'ai eu 2 périodes d'adolescence. Disons que celle de Nice, bon, j'étais assez jeune. Et finalement, j'ai grandi très vite en arrivant en Israël. C'est-à-dire qu'entre le moment, à 13 ans et quelques, où je suis partie de Nice et où tout d'un coup je me suis retrouvée en Israël, à Jérusalem précisément, j'ai grandi de 5 ans en quelques mois. Vous étiez au lycée français? J'étais au lycée français de Jérusalem. Donc j'étais dans un environnement tout à fait différent de celui que j'avais connu en étant enfant à Nice. Et une découverte extrêmement fascinante, passionnante. Finalement, quand je suis partie vivre en Israël, c'était la première fois que j'allais en Israël. Hmm. Donc j'ai découvert le pays en m'y installant. Donc c'est en Israël que vous avez découvert la photo. C'était C'est à en 15 ans. Israël que j'ai découvert la photographie en tant enfin, de la pratiquer personnellement. Donc, quand j'étais encore élève au lycée français, j'ai commencé à prendre des cours du soir de photographie dans une école qui s'appelait Camera Obscura, donc qui portait bien son nom. Et, euh, et mes parents m'ont tout de suite soutenue dans cette démarche d'une façon assez inattendue. Ils ont pensé que c'était une voie qui pouvait être intéressante et donc ils m'ont accompagnée dans cette démarche. C'est formidable. Ils étaient artistes aussi? Alors ma mère a travaillé dans la mode. Elle était toujours préoccupée par les questions de vêtements, l'allure, tout ça, ça l'a concernée énormément. Et mon père, pas du tout. Mais je pense qu'il y avait quand même une sensibilité. On est 4 enfants et on est 4 à être artistes, donc il y a forcément un petit terreau qui était caché quelque part. Incroyable. Aviez-vous d'autres moyens d'expression? Bah, je pense que la parole, c'est quand même quelque chose qui est très présent en moi. Hmm. Et dans vos films également, la Et voix off, comme oui, ça. disons que j'ai toujours aimé m'exprimer ou exprimer les choses d'une certaine façon. Et donc, probablement, mais non, la photographie, l'image, le visuel était quand même assez présent. À une époque où on communiquait pas par la photo comme on communique aujourd'hui. Hmm. Et en fait, aujourd'hui, souvent, quand je veux communiquer avec des gens, j'envoie des photos ou des petites vidéos. Et je trouve que c'est quelque chose qui, voilà, avec quelques images, on raconte quelque chose et les gens sont toujours surpris, mais j'envoie tout le temps des photos. Quelles rencontres ont été fondatrices dans votre vie? Alors, en réalité, à 14 ans, avant que je commence les cours de photo, que j'ai commencé un peu plus tard, vers 15 ans, j'étais en Israël donc,
Et ma mère m'a dit, allons voir une exposition d'un photographe, puisque ça t'intéresse. Et il se trouve qu'il y avait une exposition photo à Tel Aviv d'Henri Cartier-Bresson. Et alors, je découvrais totalement, j'avais aucune culture photographique, je ne savais absolument pas qui était Henri Cartier-Bresson. Et je me souviens être sortie de cette exposition-là, bouleversée par ce qu'une photographie pouvait raconter. Donc, je pense que ça a été vraiment déterminant. Vos photos dans votre expo Nouvelle Vague et vos documentaires Omacita et La La End parlent du cinéma, du cinéma ancien, du cinéma classique, qui a marqué et modifié plusieurs générations. J'imagine que c'est le cas pour vous également. Quels réalisateurs, quels films ont été très très importants pour vous au point d'y revenir régulièrement? Alors, je suis devenue cinéphile assez tardivement. Finalement, je suis revenue en France vers 21 ans, à 21 ans précisément. Et, euh, et avant, je peux pas dire que le cinéma avait une place importante dans ma vie. J'allais pas tellement au cinéma en Israël. Mes parents étaient pas très cinéphiles. Euh, donc, ça avait pas une place importante. Et, euh, et c'est progressivement, en arrivant à Paris, où j'avais jamais vécu d'ailleurs, que le cinéma a commencé à avoir une certaine place et où j'y ai trouvé un apprentissage et une émotion que je connaissais pas. Donc il y a plein de réalisateurs qui m'ont marqué, mais enfin, les gens citent toujours les grands réalisateurs américains. Moi, je vais parler plutôt d'abord de réalisatrices. Chantal Akerman, dont j'ai été très touchée par le travail. Agnès Varda aussi. Et puis Jim Jarmusch, parce qu'il y a une temporalité qui m'intéresse dans son cinéma. Là, on est à Hong Kong, donc je vais parler d'Wong Kar-wai, du cinéma de Ozu aussi. Mais en fait, j'aime bien quand le cinéma parle de temps. Il y a une temporalité qui m'intéresse dans ces films que je vous ai cités, qui est que tout d'un coup, le temps s'étire. Mais je pense que c'est le propre du cinéma. Finalement, on rentre dans une salle et pendant 1 heure et demie ou 2 heures, quelquefois même 3, mais je trouve ça beaucoup trop long, euh, on est dans un espace-temps qui est autre. Et Mais c'est ça qui me plaît. c'est vraiment ce que vous faites dans vos documentaires aussi. Oui. On est plongé dans une autre époque, il y a une certaine nostalgie. C'est par exemple dans Omacita, c'est extrêmement émouvant de voir ces personnes d'une plus vieille génération qui racontent les effets du cinéma sur eux, comment ça a construit même leur relation avec les autres, leurs premiers émois. C'est très 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 émouvant. C'est un documentaire très émouvant, je trouve, vraiment. Merci. Alors, moi, j'ai évidemment. D'abord, c'est mon premier film. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. À vrai dire, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on me l'a proposé. Donc, je me suis vraiment demandé comment j'allais raconter cette ville où le temps, on n'est plus du tout sur la même horloge. Il y a un temps qui s'étire à l'infini dans cette petite ville de Homé. Et je me suis dit, comment est-ce que le film peut raconter ce temps-là qui s'étire autant. Et puis, je me suis dit, je vais filmer les choses en temps réel. Et je crois que c'est aussi un peu comme ça que je travaille en photo. C'est-à-dire que j'ai pas envie de tricher en photo non plus. Mes photographies sont pas retouchées. Je travaille en film de toute façon la plupart du temps. Elles sont pas recadrées, elles sont pas retouchées. Et il y a une certaine vérité qui est importante pour moi. Et finalement, le temps de Omechita, de se me dire que, pour donner un exemple précis du film, quand
Les gens ouvrent leur magasin le matin, ils lèvent le store du magasin avec une précision qui est, à mon avis, que ça fait 50 ans qu'ils font exactement les mêmes gestes. C'est vraiment comme Avec... une pièce de théâtre, c'est une Exactement. chorégraphie dans votre film. Mais je suis ravie que vous disiez ça parce que pour moi, c'était vraiment, et c'est là où est la référence à Jim Jarmusch, l'idée de laisser le temps aux choses. Donc, je l'ai fait plusieurs fois dans le film. Et après, quand on était au montage, je me disais, mais les gens vont s'ennuyer terriblement. En fait, 3 minutes pour un store qui s'ouvre, c'est énorme. Enfin, on pourrait faire ça 2 secondes. Mais finalement, j'avais envie que le spectateur de ce film rentre dans la temporalité de cette petite ville où finalement, le seul repère de temps dans cette ville, c'est le train qui passe. Puisque la ville de Homé est le terminus de la ligne JR à Tokyo. Et ce train vient toutes les demi-heures. Et en fait, il n'y a pas d'horloge, publique dans la ville comme Big Ben. Finalement, l'horloge, c'est le train. Et c'est pour ça qu'il y a ce train qui revient perpétuellement dans le film, exactement avec le même leitmotiv que ah tiens, c'est le train de 10h30, ah tiens, c'est celui de midi. Et bien, c'est exactement ce rapport au temps que je voulais reproduire dans le film. Ce qui est très intéressant avec l'exemple du store, c'est que si justement ça avait duré que 3 secondes avec le bruit très rapide comme ça, finalement ça aurait été beaucoup moins cinématographique. Et c'est cette lenteur et ce calme aussi. Il y a une sérénité dans la ville qui nous happe complètement. Et ce qui est étonnant, on voit d'abord les pieds, les mollets, le pantalon, etc. Et à chaque fois, je me disais, qui il y a derrière? Ça va être la tête de qui? Et c'est intéressant parce que c'est presque un truc enfantin. Ça m'a fait penser aux livres. Je sais pas si vous connaissez les livres où il y a différentes languettes et on change les têtes, les torses, et c'est à ça que ça m'a fait penser. Il y a un côté très poétique et en même temps très enfantin. Dans votre documentaire. Et il y a la transmission évidemment de la vieille génération qui n'a pas vraiment été faite. Oui. Et c'est ça aussi qui est intéressant entre la vieille génération, les jeunes, ces magnifiques affiches qui ornent la ville et en même temps la jeune génération vivent avec mais n'ont pas conscience de tout ce que ça représentait. Ça qui est intéressant, c'est ce déséquilibre-là. Qui est comme, là il y a un mobile, c'est vraiment comme un mobile de Calder. Tout est à sa place, mais en même temps très fragile. Et à la fin du documentaire, en plus avec le typhon, etc., c'est vraiment cette image-là que tout est éternel et puis tout peut se détruire d'un coup. C'est très beau, vraiment c'est très beau. Pour ce documentaire, qui est donc le premier que j'ai réalisé, en fait, je ne savais pas faire de film. Et je ne pensais pas savoir. Donc, je l'ai fait exactement comme j'ai pensé qu'on faisait un film. Donc, chronologiquement aussi, forcément, puisqu'il y a eu un événement tragique dans la ville qui a fait qu'il y a eu une chronologie. Mais aussi, je me disais, je vais emmagasiner le maximum d'informations. Et puis en fait, c'est comme une exposition où, vous savez, pour une exposition, vous avez 60 photographies. Eh bien, vous mettez tout au sol dans le musée ou dans la galerie. Et puis en fait, vous vous amusez à les déplacer pour regarder ce qui va le mieux fonctionner. Eh bien, en fait, j'ai fait ce documentaire exactement comme une exposition. J'ai tout étalé. Et j'ai regardé ce qui pouvait fonctionner ensemble et ce qu'on pouvait raconter à partir de ces morceaux de vie que j'avais partagés dans cette petite ville. Donc vous avez fait des choix, vous avez dû prendre des décisions. Ça a dû être difficile au montage ou vous avez tout gardé? J'ai tout gardé. Ah, génial. J'ai tout gardé parce qu'en fait, à un moment donné, quand j'étais à Homé, j'ai dit, bon, on a fini. J'ai tout dit. Je crois qu'on a fait le tour. Et donc, voilà. Je savais que j'avais à peu près ce que j'avais besoin. Mais un peu comme un projet photo,
où je vis avec d'une façon obsessionnelle pendant des mois et des mois. Et après, ça se décroche, c'est Et puis prêt. voilà, Mm. exactement. Un jour, je me dis, bon, ben voilà. Alors ça reste, hein, quand j'ai travaillé sur des sujets précis, évidemment, je vais me retrouver. Par exemple, j'ai travaillé dans un cimetière pendant assez longtemps pour un projet que j'ai réalisé pendant le Covid en 2021. Alors aujourd'hui, à chaque fois que je vais dans un cimetière, évidemment, je vais me raccrocher à ce qui m'a habité pendant assez Mhm. longtemps. Mais voilà, les gens me disent, t'as pas envie de continuer? Non, ça y est, c'est bon. Mais J'ai, justement, on s'attache énormément à vos personnages et quand le film est fini, moi j'y pense encore, je pense encore à eux. Je me demandais si j'y allais moi, est-ce que j'aurais l'occasion de les croiser, est-ce que je pourrais finalement rentrer dans votre documentaire. Quand vous arrêtez, quand vous sentez que c'est prêt, est-ce que vous avez quand même un manque après? Est-ce que vous éprouvez comme un baby blues? Est-ce que vous vous sentez vide ou vous entamez tout de suite un autre projet? Comment ça fonctionne? Alors, non, j'ai pas de manque. Je, non, j'ai pas de manque en fait. J'ai le sentiment de quelque chose d'accompli. Euh, et j'ai pas de regrets non plus. Je me dis pas, tiens, j'aurais pu faire mieux ou j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça ou je sais pas comment vous dire, mais en fait, j'ai l'impression, mais c'est ma façon de penser aussi. Je regrette pas, je regarde pas dans le passé, j'avance. Et alors, je me dis jamais, mais jamais, tiens, sur quoi je vais bien pouvoir travailler maintenant. Jamais. Ça s'impose à un moment. À un moment donné, il y a une rencontre qui fait que c'est là. Et je ne cherche pas du tout. Je me dis pas, tiens. Et d'ailleurs, c'est une question que les gens me posent tout le temps. Tu vas faire quoi maintenant? Et c'est une question qui m'exaspère. Comme si les choses s'enchaînaient. Mhm. Non, d'abord, il faut un temps de Il faut repos. vivre et cueillir ce qu'il y Voilà. a. Mhm. Il faut un temps de repos entre les projets, retourner à une vie, voilà, une vie quotidienne que j'adore à Paris, et puis se laisser porter par les rencontres, les découvertes, puis voyager, voir d'autres choses, euh, et puis tout d'un coup, pof, au moment où vous vous attendez le moins, tout d'un coup, voilà quoi, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le chercher. Moi, je pense que chercher un sujet, c'est un mauvais sujet. Mhm. Parce que si on le cherche, on fait évidemment référence à des choses qu'on connaît, Mhm. que notre inconscient a déjà vues. Et généralement, quand je travaille sur un nouveau projet, je passe au moins 6 mois à faire des recherches pour me demander si ça n'a pas déjà été fait. Et si ça a été fait et que je trouve ça magnifique, j'abandonne. Mhm. J'ai pas envie de marcher sur quelque chose que j'ai trouvé beau. Je me dis pourquoi faire moins bien? Donc, donc je me dis bah non. Si, voilà. Dans votre œuvre, il y a un rapport au temps passé, disparu, nostalgique, ce qu'on se disait pour votre documentaire en particulier, au Messita, mais même dans La haine, c'est vraiment cette idée-là. Vous faites parler des vieilles personnes, parfois même des morts, Marilyn dans La haine. Quel est votre rapport au temps qui passe, à la vieillesse, à la mort? Là, vous semblez assez sereine, assez paisible, justement, avec cette idée du présent, en fait, qui se... J'ai l'impression que vous déambulez un peu dans votre vie, au présent, et puis finalement, le futur arrive. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à ce temps qui passe? Alors, moi, le temps qui passe, ça va peut-être vous sembler assez, je vais pas dire naïf, mais en tout cas optimiste. Je trouve que c'est une richesse. Euh, Vous savez, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un projet qui s'appelait Jeunesse éternelle et j'ai photographié pendant un an des femmes qui avaient plus de 90 ans et que je trouvais fascinantes de la richesse de tout ce qu'elles avaient traversé ou vécu. Euh, je trouve que les rites, c'est beau.
Je trouve que la vie, chaque, chaque décennie, mais chaque année, mais chaque minute, est toujours une richesse de nouvelles expériences. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout d'inquiétude ou de relation particulière au temps qui passe. J'ai fait un projet qui s'appelle Timeless, qui est sur le rapport au temps. euh, Alors là, on est à Hong Kong et j'ai passé beaucoup de temps au Japon et les gens me disaient souvent, est-ce que tu parles japonais? Et en fait, je parle pas japonais, mais j'ai jamais cherché à apprendre le japonais, justement par rapport au temps qui passe. Parce que moi, quand je suis, quand je me trouve quelque part dans un lieu qui m'est étranger et où une autre langue est parlée, le fait de ne pas la parler me permet d'être dans une bulle qui me permet d'échapper au temps qui passe à l'endroit où je suis. Justement, c'est intéressant parce que vous répondez à plein de questions en même temps. Alors, je suis là Ah en train oui, de... Ouais, il y a plein de choses. Justement, j'avais une question sur le voyage, j'ai une question sur le dialogue entre les générations. Je ne sais plus par quoi commencer. Déjà, le voyage. Là, vous parliez du voyage et de cette sensation de vouloir être dans une bulle, de préserver en fait cette bulle. Vous avez commencé à voyager très tôt finalement, puisque vous avez déménagé quand vous aviez 12 ans. Euh, quand vous voyagez, vous cherchez une solitude, vous cherchez une liberté, vous, vous, c'est pour mieux vous rencontrer. Quelle est la place du voyage pour vous? alors d'abord le voyage, il est essentiel dans ma vie. Je me dis souvent que j'ai cette chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir voyager, cette liberté. Et je pense que le voyage, c'est une adrénaline. Alors, il y a voyage et voyage, hein. Quand je parle du voyage, c'est pas d'aller dans un club méditerranéen. Pour moi, le voyage, c'est l'expérience, c'est la découverte, c'est l'adrénaline, encore une fois. Euh, et puis, c'est la rencontre. Finalement, je dis toujours que les villes que j'ai visitées, je les ai rencontrées comme une personne. Et Omé, c'est vraiment une rencontre. Et Tokyo aussi, c'est une rencontre. Et Hong Kong aujourd'hui, ça l'est aussi. Alors moi, j'aime le voyage seul. On n'est jamais seul quand on voyage seul. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh là là, mais tu voyages seul et t'as pas peur. En fait, non, j'ai pas peur. Je pense que d'abord, si on est photographe, on peut pas être peureux. On peut pas être craintif. Moi, j'ai confiance en l'autre. Je me mets souvent dans des situations où beaucoup de gens me diraient, mais tu es complètement folle, tu es inconsciente. Mais j'ai assez confiance en mon instinct et en l'autre. Je vois pas le mal. C'est beau. Donc, oui, je fais du stop à Los Angeles. Faut pas le dire à mes enfants. Et, euh, et, euh, et je travaille actuellement dans un village marocain où je suis la seule femme qui séjourne sur place, qui dort dans un sac de couchage par terre, dans une maison avec des hommes. Et j'ai confiance. Euh, donc le voyage, il me propulse dans un ailleurs qui tout d'un coup va être tellement inspirant, mais c'est un cadeau en fait. Mhm. Et je dis souvent aux gens qui ne voyagent pas, mais quel dommage de ne pas connaître cette sensation de grande liberté, de, 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 vraiment d'adrénaline en fait. Et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire depuis longtemps. Cette question, peut-être que vous y avez un peu répondu déjà, mais j'aimerais qu'on détaille davantage. Dans vos photos et vos documentaires,
ce qu'on retrouve, c'est une esthétique qui est incroyable. Même s'il peut y avoir du chagrin qui transparaît, on n'est jamais en tant que spectateur ni choqué ni heurté. Et on se sent protégé du monde d'aujourd'hui. Même si il apparaît par légères touches, il ne nous accable jamais. Et par exemple, moi, ça m'a bien sûr bouleversée quand dans votre documentaire Omecita, d'ailleurs, je le prononce bien, on le dit comme ça? Alors, moi, je dis Omechita parce que Ah, c'est Cinecittà, la référence. Omechita, bah non, mais il faut me le dire. Omechita. Euh, quand on comprend pourquoi le cinéma a disparu, on comprend que c'est l'arrivée des téléviseurs, etc. Il y a quelque chose de dramatique, de tragique en fait. Mais c'est dit avec beaucoup de pudeur. Et comme c'est porté par des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui ont une sagesse, finalement, on n'a pas mal en entendant ça. Et je trouve que vous protégez énormément le spectateur. Je voulais savoir quel était votre rapport au monde d'aujourd'hui. Donc, vous avez un peu répondu parce que vous expliquez que vous avez confiance en l'autre, dans vos voyages, etc. Mais est-ce que quand vous ne voyagez pas, le monde d'aujourd'hui ne vous percute pas plus finalement? Alors, je voudrais citer une phrase que j'ai entendue qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et malheureusement, il va falloir que je fasse une petite recherche pour me souvenir quel est le nom du metteur en scène qui est aussi directeur du Théâtre national de la Colline, qui a dit récemment comment arriver à concilier son bonheur personnel, son épanouissement personnel et les malheurs du monde. C'est une question que je me pose en ce moment très souvent parce que on peut avoir une certaine culpabilité à être heureux dans le monde qui nous entoure. Moi, je vis une période d'épanouissement personnel extrêmement jouissif qui me procure une grande sensation de bonheur. Le bonheur, c'est celui de partager mon travail avec d'autres. C'est vraiment ça pour moi l'accomplissement d'un parcours. Je vais pas dire d'artiste parce que c'est prétentieux, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas dans mon travail. C'est comme ça que je dis pas non plus œuvre, mais je dis souvent mon travail. Euh, L'épanouissement vraiment de me dire que à Hong Kong, à Tokyo, aux États-Unis, je montre ce que je fais et des gens trouvent ça bien. C'est tellement réconfortant de se dire que finalement, on a quelque chose qu'on a envie de dire et qui est perçu par d'autres personnes. Évidemment que je suis très affectée par l'état du monde et personnellement par ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, en Israël, du côté palestinien aussi, parce qu'on peut pas ne pas être affecté par des enfants qui meurent où qu'ils soient. Euh, Est-ce que ça, votre question portait sur est-ce que ça influe sur moi? Oui, forcément. Forcément, j'y pense. J'y pense régulièrement. À titre individuel, j'ai aucun moyen d'agir, si ce n'est d'y penser, d'exprimer ma solidarité, voilà. Justement, dans vos photos et vos documentaires, ce que j'ai éprouvé, c'est que c'est comme des témoignages. D'ailleurs, dans Omechita, à la fin, c'est ce que vous dites. Vous dites, voilà, finalement, j'ai fait mon boulot, je témoigne, je laisse ça et je peux témoigner de ce qu'était la ville avant. Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser aux Juifs. Ça m'a fait penser à l'histoire juive. Ne pas oublier, transmettre et raconter. Et finalement, c'est ce que je ressens dans votre œuvre. Et c'est peut-être aussi pour ça que
moi, ça me touche, mais que ça touche aussi énormément de gens, parce qu'il y a quelque chose de millénaire, en fait, dans l'idée de raconter, de ne pas, comme la transmission orale, mais là, c'est oral, c'est visuel, c'est tout ça. Et finalement, c'est des témoignages. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que on est dans différents pays du monde, mais pourtant, on est tous les mêmes. Et on se retrouve et on se comprend. Et peut-être que c'est ça qui crée de l'espoir aussi. Alors, merci déjà pour votre ressenti, parce que ça me touche beaucoup. En fait, c'est venu progressivement, cette histoire de me dire que finalement, j'ai l'impression que dans mes projets, dans tous mes projets, je raconte la même chose. La trace et l'histoire du passé. Alors, elle est forcément liée à mon histoire personnelle. Je viens d'une famille juive. Mes 2 parents étaient des enfants cachés. Il y a forcément un bagage qui vient nourrir ma façon de travailler. Je trouve que on n'est rien sans histoire, en fait. Un homme qui n'a pas d'histoire, il est rien. On est nourri par l'histoire avec un grand H, les histoires personnelles, les histoires familiales, et ça m'intéresse. Alors, dans mes projets photographiques ou mes films, ce que j'ai envie de raconter, c'est comment la ville, et la ville est vraiment devenue le sujet de mon travail, comment la ville va influer sur l'être. Qu'est-ce que cette ville qui a un passé avec des strates, des couches d'histoire, va raconter à celui qui l'habite et celui qui la vit. Et donc c'est ça le sujet de mon travail. Où que je me trouve, j'ai envie de raconter comment cette ville va nourrir la vie de ses habitants, comment chacun va se l'approprier. Alors j'ai fait un projet il n'y a pas très longtemps à Phnom Penh. Forcément, le Cambodge ayant une histoire très forte, eh bien les habitants dans leur quotidien sont nourris de cette histoire jusqu'à leurs habitudes journalières, quotidiennes. Et puis la ville influe, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente. C'est Oui, ça oui, aussi qui est intéressant. exactement. Et puis à Hong Kong, je la trouve très présente, là, cette histoire. Même si on est baigné par aussi une ville moderne, avec un centre, on sent que ça bouge, que c'est une ville qui aussi, c'est ce que je ressens, très nourrie par l'argent, d'une façon même par moments outrancière. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est ce mélange entre euh, les traditions qui restent malgré tout et cette envie d'être dans le futur et d'être à la tête du monde. Et c'est ça aussi ça reflète aussi la personnalité de la ville et c'est ça qui la rend touchante. Le fait, pardon, je vous ai interrompu, Oui. mais moi c'est quelque chose qui me fascine, c'est ces immenses buildings en miroir, hyper futuristes, magnifiques. On sait même pas comment ça a pu être créé. Il y a quelque chose vraiment de paranormal. On ne sait pas comment ça a atterri là. Et tout en bas, il va y avoir un petit hôtel avec une plume de paon pour bénir le lieu. Et c'est ce contraste-là qui est déjà très esthétique et très très émouvant. Oui, tout à fait. De toute façon, vous connaissez beaucoup mieux Hong Kong que moi, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire ce mélange des genres qui est très intéressant, euh, qui, qui, euh, qui apparaît comme une veine de la ville. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai été invitée à participer à une émission sur France Culture de Marc-Alain Waknin, qui s'appelle Talmudique, et qui m'a invitée pour parler de mon projet au Mechita. J'étais très surprise parce que mon Mechita n'a vraiment aucun lien avec le judaïsme, mais il y a vu, comme vous, un reflet de la trace qui est très importante dans la transmission et dans une certaine part de culture juive.
Et il a fait une introduction que j'ai trouvée magnifique. Il a raconté que un jour, quand il était enfant, en primaire, la professeure est arrivée avec une carte, vous savez, ces anciennes cartes qu'il y avait dans les écoles et qu'on accrochait au tableau, où il y avait Paris. Et elle a commencé à montrer la ville. Donc elle a dit, voilà, ça c'est le cœur de Paris. Et puis là, vous avez les artères, les grandes artères de Paris. Et puis la Seine qui coule dans les veines de Paris. Bref, etc., etc. Et elle a dit, vous voyez tous ces termes que j'ai employés, ça vous fait penser au corps humain. Et en fait, la ville est homme. Et c'est exactement ce que je ressens. Finalement, quand je vais dans une ville, j'y cherche son cœur, ses artères principales, et puis toutes ces veines, celles dont vous parlez, ces petites ruelles qui la traversent et qui nourrissent aussi les artères, parce que c'est elles qui vont rejoindre. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, ce rapport en fait, cette comparaison. Et maintenant, à chaque fois que je traverse une ville, je repense à cette comparaison de Marc-Alain Waknin que j'avais trouvée extrêmement subtile et intelligente pour parler d'une ville. Oui, c'est très beau, ça devient organique. Ça devient... Exactement. Ouais. Exactement. Justement, ça me fait penser à la place des femmes dans votre œuvre. Parce qu'elles ont une place de choix, vous les filmez ou vous les photographiez avec talent, et on voit leur corps, on voit, il y a une grande sensualité qui se dégage. Et je voulais savoir, que représente la femme et la féminité pour vous? Alors moi, je suis amoureuse des femmes au sens très large. Je les trouve fascinantes, je les trouve belles, toutes. Les mannequins, mais à la limite, les mannequins, j'en ai tellement photographié qu'à la fin, elles ne m'intéressaient plus. Quand j'étais photographe de mode, je les choisissais, elles étaient belles, elles incarnaient quelque chose, mais je trouve que les femmes sont intrigantes, fascinantes, belles, et j'adore les observer, et j'aime les photographier. J'aime leur pudeur, j'aime leur timidité. Et en même temps, je suis fascinée par les femmes battantes, courageuses, fortes, qui ont peur de rien, qui ont voilà, qui sont pleines de... Enfin, bon, de toute façon, je pense que c'est le propre des femmes, hein, quand même. Une femme, elle fait plein de choses. Elle donne la vie, elle élève, elle court, elle a plein d'idées pour simplifier le quotidien. Voilà, je trouve que de toute façon, c'est déjà le propre des femmes. Euh, mais elles sont toutes fascinantes. Est-ce que vous trouvez qu'être femme est un cadeau? Un cadeau, oui. Je voyais pas ça comme ça. Moi, j'aurais dit peut-être un privilège, mais oui, je pense que quand on est une femme, on peut tout obtenir, en fait. Je sais peut-être un peu. Non, je pense que, de toute façon, je pense qu'on peut à peu près. Vous avez répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander quel conseil donneriez-vous à une jeune fille aujourd'hui? En fait, il s'agit même plus de conseils. Si elle peut tout obtenir, je pense que c'est rassurant. Moi, je lui dirais fonce. Nothing is too big. Va au bout de tes rêves, mais fonce, quoi. Oui, je pense que rien n'est impossible. Vraiment, c'est la volonté, la pugnacité. Je sais pas, en fait, vous savez, il y a une phrase qu'on me dit souvent et que je déteste, en fait. C'est quand on me dit t'as de la chance. En fait, je crois que la chance, c'est quand on gagne au loto. Alors oui, c'est vrai, on achète un ticket, c'est le ticket gagnant. Bon, ben, c'est un coup de bol, quoi. Euh,
la vie, c'est pas un ticket de loto, en fait. Je pense que ce qu'on obtient, c'est qu'on a été le chercher. Euh, Peut-être que ça va être mal interprété, ce que je vous dis, mais oui, je crois pas vraiment. Finalement, les choses qu'on obtient, on a vraiment, vraiment été les chercher. En fait, je pense que moi, je suis totalement d'accord avec vous. La chance, elle est à la naissance, en fait. La chance, elle est si on tombe Oui, bien, si on est dans un oui, pays qui oui, fonctionne, voilà, si on a voilà. des parents gentils. Tout ça, ça c'est la chance. Ça, c'est Oui, la loterie. Est-ce qu'on a oui, gagné ou pas? oui. Mais après, je suis totalement d'accord avec vous. C'est une construction. C'est vrai que peut-être c'est les bonnes rencontres, mais les rencontres, c'est pareil, on les provoque, on va les chercher, Mhm. voilà, je crois pas tellement la chance. Dans vos documentaires, vous flirtez un peu avec la fiction. Est-ce que vous avez déjà réalisé une fiction totale ou est-ce que vous avez envie de le faire? Alors en fait, je suis pas sûre que j'aimerais réaliser une fiction totale, parce que je m'inspire tellement de la réalité que je trouve géniale en elle-même. Pourquoi aller en inventer une autre en fait? Finalement, ce que je vois tous les jours me suffit à me combler, quoi. Alors évidemment que je peux embellir entre guillemets, mais c'est même pas le mot embellir. Je peux en tout cas la Mettre en valeur. diriger, la provoquer un petit peu. Mais non. Et en plus, pour vous dire franchement, euh, dans mes projets de films, documentaires ou docu-fiction ou documentaires de création, euh, finalement, ce que j'ai voulu, c'est travailler le plus simplement du monde. Vous savez, le film à Los Angeles, à ma plus grande surprise, sélectionné dans des Mhm. festivals, montré en salle, etc. Vous avez On l'a- gagné un prix? Oui, j'ai gagné J'ai vu ça. le prix du Le meilleur meilleur film documentaire. documentaire à Los Angeles. Euh, on était quatre. On était quatre. C'est-à-dire que je pense que les youtubeuses ou les filles qui font des vidéos sur TikTok, elles avaient plus d'équipement que nous. Et probablement, c'est cette économie très resserrée qui nous a permis de faire ce film. Au Mhm. début, je râlais parce que à chaque fois qu'on devait acheter un coca sur le tournage, il fallait regarder si on avait le budget. J'exagère, mais on n'était Mhm. pas loin de ça. Et puis finalement, d'avoir une économie si restreinte nous a permis de faire ce film sans aucune contrainte. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, personne ne pensait qu'on faisait un film. Les gens se disaient, c'est des jeunes, ils s'amusent, quoi. Enfin, je dis des jeunes, Mhm. mais ils s'amusent, quoi. C'était pas sérieux. Et donc, voilà, on pouvait se dire, on avait prévu de tourner cette scène, alors ben non, finalement c'est fermé, bon, ben, on chamboulait tous nos plans, c'est vraiment la colonie de vacances, quoi. On dormait tous ensemble dans le même endroit, on avait un petit van, la Marilyn, elle se maquillait toute seule, de toute manière, elle porte la même robe tout le film, donc on Mhm. n'avait pas besoin de styliste. Et finalement, cette équipe ultra réduite nous a permis de faire ce film que je suis sûre qu'à 20 personnes, on n'aurait jamais pu faire. Et puis ça crée une intimité, en tout cas pour Voilà, nous, peut-être, qui voilà. est liée à... Donc, pas de lumière, pas d'équipement surdimensionné, pas de technicien, pas de maquilleuse, pas de coiffeuse, pas de loge. Enfin, vraiment, c'était la croisière s'amuse, quoi. On partait le matin, on avait même, on logeait chez une dame qui nous préparait nos sandwichs. Enfin, c'était hilarant, quoi, comme tournage. Et finalement, je me dis, il aurait presque fallu faire un film du making-of de ce film, Mhm. parce que tellement c'était vraiment pas du tout, Mais oui, ça c'est voilà. intéressant, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Enfin, on a quand même tourné des scènes, mais je me dis que si j'en fais un, Même de la voir se maquiller, tout ça, je trouve ça intéressant. oui, oui, si j'en faisais un deuxième, peut-être que un troisième, peut-être que je tournerais moi-même les images du making-of, quoi. La musique est présente dans vos deux documentaires. Est-ce que vous travaillez en musique? Est-ce que vous avez des idées de notes, de mélodies? Est-ce que la musique est importante pour vous dans votre vie? Alors, elle est importante sur un point de vue, c'est que
La musique de mes 2 films, c'est mon mari qui l'a composée et donc c'est le musicien, de mes films. Donc forcément, on va dire que je vis avec la musique puisque partage le quotidien du musicien. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique des films, elle naît quasiment au moment où on fait les films. C'est-à-dire que lui, il commence à imaginer ce qu'il pourrait faire comme musique avant même que moi j'ai fait les images. Et donc, elle va m'accompagner dans le tournage parce qu'il y a une petite mélodie qui me trotte dans la tête déjà au moment où je commence les images. Donc, oui, elle est Mais importante. tout à l'heure, pour Omachita, vous expliquiez que c'était votre premier film et que vous aviez créé au fil du temps, en fait, d'une Mhm. façon chronologique, etc. Mais là, dans votre façon de raconter, on dirait que vous avez finalement le film déjà en tête. Est-ce qu'il Non, y a une trame? Est-ce qu'il y a un plan? Ou c'est absolument juste pas. le sujet qui lui permet de créer la musique? Alors, c'est le sujet. Et puis, c'est aussi lui qui fait les enregistrements au moment du tournage. Donc, il est là. D'accord. Il est preneur de son. Donc Ah! lui, il est là sur tout le processus. Mhm. Il est là au moment où l'idée, elle me trotte dans la tête et où je vais commencer à y repenser et où je vais en discuter avec lui et puis où on va échanger dessus. Et puis il est là au tournage. Donc il est là à chaque étape. Il est là aussi dans ses conseils et ses réflexions. On se nourrit, c'est un ping-pong. Euh, il est là aussi dans les sources d'inspiration, parce qu'il est beaucoup plus cinéphile que moi, donc il me recommande des films à regarder, il me fait des sélections. Donc on est vraiment à 2, même si c'est des films que je signe, mais on se nourrit respectivement, réciproquement de toutes les inspirations. C'est magnifique. Comme relation, Oui, c'est j'ai extraordinaire. beaucoup de chance après, sur toute la partie recherche, documentation, repérage. Là, j'ai besoin d'être seule parce que j'ai besoin de ressentir l'asile. C'est un moment très important et très joyeux pour moi. Celui que je suis en train de vivre en ce moment à Hong Kong, il est, j'ai l'impression de me nourrir tous les jours de 1000 choses, 1000 rencontres, 1000 découvertes, Puis les odeurs aussi, tout. l'atmosphère, les bruits des oiseaux. Oui, tout m'accompagne Ouais. et c'est formidable. Ouais, ouais, c'est formidable. Je puise dans chaque chose. Je me dis, mais c'est inépuisable. Là, justement, vous êtes en résidence ici. Comment ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous avez besoin de faire plein de photos? Est-ce que vous allez, enfin, je veux dire, même comme des photos un peu brouillons, je sais pas si ça existe de faire des photos brouillons, mais puis après, comme ça crée comme un catalogue en vous disant, voilà, ça je vais garder, ça je vais faire, ça je vais approfondir. Comment ça fonctionne? Alors, un projet de film, qui est l'objet de ma résidence ici, ça commence toujours par du visuel. Donc, je fais beaucoup de photos qui sont pas des brouillons, mais qui sont des photos où je vais, voilà. Et en fait, je me laisse porter par mes pas que par mes pas, parce que je suis quand même accompagnée dans mes déplacements. Mais j'ai besoin d'être seule aussi par moments et de me perdre. Il y a un très beau proverbe qui dit un proverbe de Narman de Namias qui dit ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu n'aurais pas la chance de te perdre. Alors moi, quand je demande mon chemin et qu'on me dit il faut aller tout droit et tourner à gauche, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours l'inverse. Je vais généralement sur mes pas et je tourne à droite. Euh, je sais pas, je me dis que c'est bête de prendre le chemin le plus court parce que je suis sûre, je fais énormément confiance au hasard. Je suis sûre que au bout de la rue, il y a un truc qui m'attend qui est incroyable. Vous dites que vous êtes accompagné. On imagine qu'il y a un garde du corps avec vous. Vous Ah êtes non. accompagné par qui? Je suis accompagnée par donc en fait quand je pars pour un projet, je prépare vraiment avec beaucoup de précision et de façon très méticuleuse
mon voyage. Et pour le préparer, je me documente évidemment avant, mais surtout, je prends plein de contacts. Et généralement, j'ai besoin d'un contact local. Et comme souvent, j'ai pas beaucoup d'argent, je poste des annonces dans les écoles d'art ou de cinéma ou de journalisme Sur Internet? sur Comme ça, Internet. d'accord. Et les gens me répondent, toujours. Et là, il y a une charmante jeune fille qui m'a répondu et qui m'a dit qu'elle était d'accord pour m'accompagner. Donc, elle est étudiante en journalisme. Le projet l'intéresse. Et donc, tous les jours, elle me prépare un petit planning. Je lui dis ce que je recherche. Et on se laisse porter. On part dans une direction. Et puis là, on traîne. Et puis, comme elle parle évidemment cantonais, on aborde des gens dans la rue. Et au début, elle était pressée. Je lui dis, ouh là là, faut pas être pressée. Faut justement avoir le temps. Le Quand temps. quand tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu sens qu'il y a une toute petite ouverture, alors là, tu prends bien ton temps. Tu le laisses parler. Puis si tu lui dis, on pourrait peut-être prendre un café, puis on va s'asseoir avec lui. Et puis c'est là où ça devient intéressant. C'est comme ça que vous avez rencontré vos personnages dans Omechita? Oui, souvent. Souvent. Je, je rentre dans un endroit et puis j'attends. Je tourne. Souvent, je sais que la porte va s'ouvrir, mais il faut du temps pour ça. Moi, j'imaginais peut-être à tort qu'au Japon, les gens étaient très pudiques. Enfin, c'est ce que je crois d'ailleurs encore. Et j'ai été étonnée justement à quel point ils se confiaient. Il y a rien d'impudique en soi, mais ils se confient sur des sentiments, sur des sensations, sur des émotions. Et il faut avoir sacrément confiance en vous pour pouvoir se dévoiler comme ça. Alors en fait, on dit toujours que les Japonais sont pudiques. C'est vrai. Et en même temps, c'est faux. Euh, je vais vous donner une image très simple. Au Japon, il y a une tradition qui s'appelle le onsen, c'est le bain public. Mhm. Tout le monde y va tout nu. Vous vous mettriez, vous, toute nue, devant des gens que vous connaissez pas? Pas forcément. Et pourtant, ça leur pose aucun problème. Et moi, la première fois que j'ai été au onsen, j'étais un peu pudique. Alors que dans la vie, je ne le suis pas forcément. Et je mettais une petite serviette qui me cachait. Et les gens ne comprenaient pas. Et ils me disaient, mais non, ici, il faut être nu. Mais être nu, c'est pas seulement le corps, c'est donner tout ce qu'on a. Et très vite, je me suis dit, finalement, des gens qui vont se mettre nus, des grands-mères, des petites filles, des gens de tous les âges. Moi, j'étais au onsen avec des gens que je vous voyais dans la vie, avec qui j'avais des relations professionnelles, et on était nus en train de discuter au bord du bain, quoi. Et je me suis dit, des gens qui sont capables de ça, finalement, ils sont pas si pudiques. Donc non, je pense que On peut être pudique, on peut ne pas être pudique avec son corps et être extrêmement pudique dans son émotion, dans ce qu'on a envie de révéler de soi-même. alors moi, je crois que non. Non? Je crois que quand même la nudité, c'est quand même quelque chose de très Révélateur. ouais. Bah, la première fois que j'étais au onsen, je me suis dit finalement la clé de la porte, elle est pas loin pour les rencontrer. Mhm. Et, euh, et donc voilà, vous savez, les Japonais n'accueillent pas des étrangers chez eux. Des étrangers ou des Japonais. Enfin, Mm. c'est pas dans la culture. Euh, vous, enfin, je sais pas vous, mais Mm. moi, si une amie m'appelle et me dit, écoute, j'ai une amie qui passe à Paris 3 jours, elle cherche un lit, je lui dis, bah, Bien sûr. qu'elle m'appelle, elle vient Mhm. chez moi, il n'y a pas de problème. Mhm. Au Japon, ça n'existe pas. Et pourtant, à Ome, où il n'y avait pas d'hôtel, et où je suis allée presque 10 fois, j'ai toujours été hébergée chez des gens. J'ai dormi chez eux. Ils m'ont même proposé de me laver dans leur bain, ce qui me viendrait, moi, pas à l'idée. Parce qu'au Japon, le bain Oui, se se partage. partage. Les gens se lavent et puis après, ils se rincent dans Mhm. une baignoire. Et donc là, ça me semblait un peu étrange. Euh, mais donc, non, finalement, il faut juste trouver la bonne clé et puis rentrer dans les respecter. Voilà.
Alors, ça a un peu rien à voir, mais je veux quand même vous les poser. Enfin, rien à voir avec juste ce dont on vient de parler. À présent, tout le monde brandit son téléphone portable, tout le monde se croit photographe, réalisateur. Déjà, je voudrais savoir ce que vous en pensez de cette époque où on photographie son plat, on photographie dans tous les sens. Et puis aussi, je sais, donc, vous avez mentionné ça tout à l'heure, que vous travaillez encore en argentique, c'est bien ça? Et est-ce que vous développez vous-même vos photos? Alors non, je développe pas, mais je sais le faire, mais je le fais pas. Je le donne à un labo qui est le même labo depuis des années. Mais vous expliquiez tout à l'heure que vous ne les retouchez pas, que Voilà. s'il y a une petite aspérité, quelque chose, ça fait partie en fait Non, alors, en fait, quand je parle de retouche, c'est pas une aspérité. C'est-à-dire que si je prends quelque chose en photo et que tout d'un coup, il y a un lampadaire qui me gêne, je vais pas l'enlever. Je considère que c'est à moi de me déplacer. Mhm, C'est comme ça que j'ai appris la photographie. Ce qu'on cadre, c'est ce qu'on veut au final. mhm, On décide pas de l'enlever après sur Photoshop. Les gens qui prennent des photos tout le temps, moi j'aime bien l'idée de communiquer avec des photos. Bon, évidemment, les photos de sa pizza ou de son chat, je trouve ça potentiellement sans intérêt, mais enfin, si ça intéresse d'autres gens, pourquoi pas. Je trouve que c'est assez amusant de communiquer avec des photos. Je pense que potentiellement, tout le monde peut être capable de faire une très bonne photographie. Mais une. mhm, Euh, En fait, je pense que ça fait pas de chacun de nous un photographe. mhm, Un photographe, c'est celui qui va constituer un corpus d'images mhm, qui vont dire quelque chose. Ça, c'est un photographe. Un photographe, c'est celui qui va, sur la durée, finalement raconter la même chose, mhm, s'en tenir à une idée qui va s'exprimer différemment selon les différentes époques. Mais voilà, c'est ça la différence entre un photographe et des gens qui prennent des photos. En fait, ça n'a aucune importance de travailler en Nikon, en Leica, en Hasselblad, mhm, ou même avec un iPhone, en fait. Ce qui compte, c'est le sujet. Euh, L'autre jour, j'ai donné enfin, il y a eu une visite de mon exposition avec des élèves d'une école d'art et de photographie à Hong Kong. Et il y en a qui sont arrivés avec des gros zooms. Et je leur ai dit, mais il faut pas se concentrer là-dessus. Ça mhm. n'a aucune espèce d'importance. Euh, Nous, on a appris la photographie. Enfin, moi, quand j'ai appris la photographie, on construisait notre appareil photo. Donc un appareil photo, c'est très simple, hein. Vous devriez le faire avec vos enfants. Mhm, Vous prenez une boîte en carton, vous l'étanchéisez complètement. mhm, Donc vous calfeutrez avec du tape tout autour, une boîte à chaussures. Vous faites un petit trou dedans et vous mettez une feuille blanche de l'autre côté. Et là, c'est ça de la photographie. Et vous savez que vous pouvez le faire même dans une pièce, c'est une expérience extraordinaire. Il y a des caméras obscura dans lesquelles on pénètre. mhm. C'est-à-dire que vous fermez toutes les fenêtres, vous mettez un rideau noir devant vos fenêtres, elle est complètement obscure. Et tout d'un coup, vous avez un mur blanc derrière vous et vous faites un tout petit trou. Et là, vous allez voir l'image qui est en face de vous se reproduire sur le mur blanc qui est derrière vous. C'est extraordinaire, hein. Mhm. C'est absolument magique. En fait, c'est ça un appareil photo. C'est de choisir son cadre. Mhm. Le reste, voilà. Tout à l'heure, tout au début, vous parliez de vérité, de recherche de vérité. Et je me demandais si c'était aussi pour ça que vous continuez à travailler en argentique, parce que vous pouvez pas faire 300 photos de la même image. Donc en fait, vous êtes dans une recherche très précise de la vérité. C'est exactement ça que j'ai envie de montrer. Et j'ai pas d'autres choix. Je peux pas me rattraper. Oui, de vérité, ou en tout cas, effectivement, la pellicule photo, ça coûte cher. Mm. Ça coûte, en tout cas. Mhm. L'appareil photo numérique, Et vous de pouvez développer faire aussi. 300 photos, bon bah, Mm. vous les effacez, vous gardez la meilleure. Mm.
ce que je trouve qui est d'ailleurs la pire des erreurs, parce que c'est la meilleure pour vous aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, c'est pas celle-là que vous auriez choisie. Donc c'est complètement idiot d'effacer. Moi, il m'est arrivé récemment de retourner dans mes planches contact. Et finalement, il y a même une photo que j'expose en ce moment à la galerie, que j'avais jamais tirée. C'est la première fois que je la tire. Parce que je suis retombée sur mes planches contact et mon œil a changé. Et puis aujourd'hui, je trouve que c'est dans cette image-là qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, vous travaillez pas du tout de la même manière quand vous travaillez en film que quand vous travaillez en numérique. En fait, vous réfléchissez. Oui, c'est pas le même engagement. Vous réfléchissez parce que ce qui va être gravé sur la pellicule photo, là, ça va être gravé. Moi, j'en sais rien. Moi, j'adore, dans certaines expositions, voir la planche contact. La planche contact, en fait, c'est le film en entier. Donc, finalement, vous voyez la photo qui a été sélectionnée, mais vous voyez exactement la vue que le photographe a fait avant et celle d'après. Et alors là, c'est génial. C'est un film qui se raconte. C'est tout à fait vrai. Créer vous a-t-il permis de comprendre qui vous êtes? Oui, en quelque sorte, oui. Et ma dernière question, aimez-vous votre compagnie? Ma propre compagnie? Oui. Aimez-vous être avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien en vous? Oui. Oui, oui. Vous parliez de la chance de la naissance tout à l'heure. Moi, j'ai de la chance. J'ai un socle qui est extrêmement solide. Je me sens comme un arbre avec des racines très enracinées. Ça me donne une sécurité qui fait que oui, j'ai pas d'angoisse ou de sentiments particuliers. Je suis en bonne compagnie avec moi-même. J'espère que les autres le sont aussi avec moi. On ne peut pas faire l'unanimité, évidemment. Donc, les gens qui font l'unanimité, c'est toujours un peu dangereux. Et un peu suspect aussi. Et suspect. Je peux tout à fait concevoir que ma propre... ma compagnie n'est pas forcément... voilà. Mais oui, je suis en bonne compagnie avec moi-même. D'ailleurs, j'y avais jamais réfléchi, mais elle me va.